Bonjour, bonjour les amis. Alors, vidéo numéro 87, c'est le conflit mondial. Vous avez tous remarqué que la périodicité de ces vidéos consacrées au conflit, consacrées au front ukrainien, a été bouleversée et que nous n'avons plus beaucoup d'interventions techniques avec les amis Hervé Carès ou Robert Alexandre. Alors, il y a des raisons à tout cela. La situation a changé. Ce qui se passe sur le front est toujours une guerre d'usure méthodique, mais c'est surtout la situation géostratégique qui change et qui fait que il vaut mieux essayer de comprendre ce qui est au travail. Par exemple, aujourd'hui, ce sont les déclarations de Viktor Orban qui a rencontré Zelensky, qui lui a proposé un cessez-le-feu que celui-ci a refusé. Donc, ce sont les attaques terroristes contre la Russie, attaques terroristes qui ont provoqué des réactions russes assez fortes, avec le fait de tracer de nouveau des lignes rouges. Tout ça est extrêmement important. Ça ne remet pas en cause la dimension tout à fait claire de la défaite d'abord du proxy ukrainien et ensuite fort probablement de l'OTAN. Et toutes les soubresauts, toutes les circonvolutions auxquelles on est confronté aujourd'hui sont dues à cette difficulté pour l'Occident à intégrer cette défaite, j'allais dire cette première défaite dans le conflit mondial qui s'est activé avec l'intervention russe en Ukraine. Alors, j'ai demandé à Xavier Moreau, que vous connaissez tous probablement, de nous donner une interview. Donc, vous allez assister un peu plus loin à une discussion avec lui pour faire justement le point en prenant un peu plus de hauteur, même si le fait d'être sur le terrain est quelque chose de très important. Ensuite, je tiens à vous dire aussi que ben, nous allons continuer à faire évoluer les choses. Je vous le dis à peu près à chaque fois, vous en serez informés en temps et en heure, mais je vais profiter de cet été où, ça y est, le beau temps commence à arriver un peu, ce qui explique pourquoi je vous parle en bras de chemise. Voilà. Bien, on va commencer avec une petite vidéo très courte où on va entendre Zelensky. Alors, je n'ai pas retrouvé la version avec des sous-titres en français et où on va, de façon assez courte, parce que tout cela était très triste, assister à la façon dont aujourd'hui ce régime autoritaire où les ukronazis ont des postes tout à fait stratégiques continue à recruter dans la rue et à arrêter les gens pour les envoyer sans entraînement à la mort. Le jour venu, il faudra que la communauté internationale demande des comptes à ceux qui ont provoqué cette guerre et l'ont poursuivi, je pense à Boris Johnson par exemple, mais surtout ces dirigeants ukrainiens qui ont envoyé près de 500 000 hommes de ce pays malheureux, de ce pays martyr, à la mort. Voilà. Bon, eh bien écoutez, bonne visio numéro We 87. have to find and to prepare this plan and to put this plan on the table during months. We don't have too much time because we have a lot of wounded and dead people on the battlefield and through civilians. That's why we don't want to have this war during years. So that's why we want to prepare this joint plan, put it on the table to the second summit, second peace. Bonjour, bonjour les amis. Alors je dis bonjour les amis, mon cher Xavier, parce que les gens sur les commentaires, si je me contente de dire bonjour, ils se plaignent. Hein. On est vos amis, donc bonjour les amis. Donc aujourd'hui, une vidéo conflit mondial avec Xavier Moreau.
Alors, Xavier Moreau, je suppose que vous le connaissez tous. D'abord, assez fréquemment, dans les commentaires, lorsque je publie les vidéos, j'ai des mentions. N'oubliez pas d'inviter Xavier Moreau, n'oubliez pas d'inviter Xavier Moreau. Bon, donc, ceux qui nous connaissent un peu l'un et l'autre, surtout lui, savent que nous appartenons aujourd'hui à des filières politiques, intellectuelles et spirituelles différentes. Mais avec la convergence qui est celle de l'intérêt de la nation et du patriotisme que nous avons tous les deux chevillés au corps, et nous partageons l'opinion selon laquelle l'intérêt de la France n'est pas de se battre avec la Russie. Au contraire, c'est assez gaulliste d'ailleurs comme approche, et donc Oui. c'est la raison pour laquelle tous les deux, nous avons entrepris à partir de février 2022, lui-même avant, bien sûr, mais moi, je me suis lancé dans un travail de réinformation face au déferlement délirant de propagande que le système médiatique, au service du pouvoir macronien, lui-même au service de l'Empire américain, ont fait déferler sur les médias. Alors, ce travail, il a été important, à base de vidéos, à base de publications, d'articles, de livres en ce qui le concerne. Et je vais dire un mot du dernier. Et ce travail a permis de contrer, et puis bon, le temps passant, la tournure prise par le conflit fait qu'aujourd'hui, je considère qu'on a gagné. Alors c'est peut-être crier victoire, ça peut paraître bizarre de le présenter de cette façon-là, mais désolé, aujourd'hui, les imbéciles, les gamelins, expression, je ne partage pas complètement Xavier, parce que Gamelin, il était major de Saint-Cyr, vous avez fait Saint-Cyr. Hein, je vais revenir un petit peu sur votre CV très rapidement, parce que tout le monde le connaît sinon. Mais je pense que c'est pire que les Gamelins. Alors, il a été lamentable face à l'ennemi, hein, et on s'en est prestement débarrassé. On aurait dû peut-être le juger après la guerre. Ça se faisait, hein, quand on voit ce qui est arrivé à Navarre après Dien Bien Phu. Donc, et je trouve ça normal. Et puis, ou à celui de 70, Bazaine, il a été jugé aussi. Bazaine, ouais. Ouais, il a été jugé par ses pairs. Donc, le problème, c'est que tous ces gens-là, aujourd'hui, Yakovlev, qui est complètement fou et qui a fait n'importe quoi, on n'entend plus trop. Il y a Richou, qui est quand même lamentable, enfin, je veux dire, qui s'est permis des prises de position ridicules sur les réseaux, comment dire, qui ont participé à des palinodies, qui ont participé à des séquences avec comment est-ce qu'elle s'appelle, la blonde, là, qu'on a, à la poédie, À la mon Dieu, poédie, oui. hein, avec naturellement un Arcom, on traitait les Français de cafards, les Russes d'autant non, les Français de lâches et les Ouais. Russes de cafards, l'Arcom n'y voyait aucun inconvénient. Aujourd'hui, on les entend moins. Hein. Éric Brunet essaye vaguement un peu, mais je pense que c'est terminé. Pujadas et Corbin, ils ont mis un peu d'eau dans leur vin. Je pense que ce boulot, qui a été un travail de combat, parce qu'on a été exposé, on s'est fait insulter, on a eu des pressions. Ça, moi, les pressions à Moscou étaient peut-être moins fortes, mais Ah, et on m'a euh, fermé deux comptes en banque quand même et je suis oui, fiché S voilà. maintenant. Et Quand je passe à la frontière, j'ai le droit à la fouille totale, dans un ah, sens et ben dans l'autre. voilà, voilà, typique d'un régime ultra autoritaire. Aux Euh, abois. il y a eu la suppression de la chaîne YouTube. Mmh. Hein, Ouais. déjà, il a fallu changer. Donc, je pense que aujourd'hui, comme le monde continue à changer, l'accélération de l'histoire fait que on est aujourd'hui dans une situation qui fait que notre légitimité est, à mon avis, acquise. Donc, on a gagné cette bataille. Alors, Xavier, c'est quelqu'un, j'ai un petit conducteur là, c'est quelqu'un donc qui a fait Saint-Cyr, donc qui a un passé militaire et qui s'est reconverti dans les affaires et qui a fait souche en Russie. Et qui a fait souche en Russie. Donc, c'est un homme de droite, on peut le dire, on peut le formuler comme ça, mais qui est un sacré combattant. Qui est un sacré combattant et donc qui a été en permanence à tenir la partie du front qui lui était assignée. Il n'y avait pas un commandement pour ça, hein, donc on le faisait spontanément, mais avec élégance, panache et détermination. Alors, voilà, j'ai fait toute cette petite présentation. C'est pas une justification, hein, Hervé, c'était simplement pour expliquer pourquoi on se retrouvait aujourd'hui. Alors,
Moi, ce que j'aurais aimé, c'est peut-être de vous entendre sur ce qui est en train de se passer depuis quelques jours, peut-être depuis quelques semaines. C'est le spectacle de toutes ces provocations occidentales, en particulier les deux agressions terroristes qui ont été l'attaque sur la Crimée avec les armes à sous-munitions qui ont Mmh. tué des civils sur les plages de Crimée et naturellement l'agression du Daghestan. Euh, Comment est-ce que vous, et à partir de votre expérience russe, vous analysez cette séquence? Est-ce que ce sont les Ukrainiens qui font n'importe quoi ou est-ce que c'est quelque chose de d'élaboré et de pensé par les Occidentaux qui savent qu'ils sont en difficulté? Je penche pour la deuxième solution. Ce qu'on peut dire, c'est que je pense qu'aujourd'hui, ce que vous avez constaté et ce que moi aussi j'ai constaté, enfin nous on l'avait constaté le 24 février 2022, c'est que la Russie a gagné la guerre. Et je crois qu'aujourd'hui, la seule stratégie en fait qu'avaient les occidentaux, mais je pense qu'ils y ont cru, c'était que, ils allaient provoquer l'effondrement de l'économie russe. C'est-à-dire qu'il fallait que l'Ukraine tienne, allez, 3 à 6 mois. On allait mettre des sanctions, comme avait dit Victoria Nuland, comme on n'en aurait jamais vu, qui allaient provoquer évidemment un soulèvement populaire. Vladimir Poutine allait être obligé d'abandonner le pouvoir et on allait pouvoir faire de la Russie ce qu'on voulait. Tout ça n'a pas marché et en principe, l'expérience aurait dû s'arrêter l'été 2022 puisqu'il était clair que la Russie ne s'effondrerait pas économiquement. Je pense qu'ils y ont parce que bon, ils sont dans le bunker, donc ils croient un peu, c'est ce que j'appelle la pensée magique, hein. Ils ont cru que quand même, à terme, ça pourrait donner des résultats. Je parle des sanctions économiques. Bon, ça n'en a pas donné. Donc aujourd'hui, ils ont acté la victoire russe. Mais aujourd'hui, si la Russie l'emportait, donc d'après les chiffres des pertes russes qui sont fournis par la BBC et Mediazona, il y a eu 56 000 morts. 56 000 morts, c'est le nombre de pertes américaines de morts au Vietnam. Ça veut dire que la Russie, si la guerre s'arrêtait maintenant, ça aurait emporté, une part significative du territoire ukrainien, sans doute autour de 15 et 20 millions d'habitants en plus, à terme, quand les gens vont rentrer et tout ça en ayant perdu que, même si c'est bien sûr chaque mort est une tragédie, 56 000 morts. Donc pour Washington, c'est inacceptable. La victoire russe, à mon avis, elle est déjà actée, mais il faut qu'elle coûte cher à la Russie. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a perdu un conflit? On l'a vu notamment avec la Tchétchénie dans les années 90 et au début des années 2000, qui ont été également instrumentalisés par les Anglais et par les Américains. Eh bien, ils sont passés à la phase attentat. Euh, Pendant la première guerre de Tchétchénie, il y a eu la fameuse prise d'otage de Boudiennovsk. Et ensuite, au fur et à mesure que Vladimir Poutine l'emportait en Tchétchénie, en gros en 2004, l'affaire est complètement liquidée. Eh bien, ça a été Beslan, ça a été Nordosk, et ça a été encore d'autres attentats qu'on a oubliés avec l'émir du Caucase, Oumarov, qui a fini par être éliminé à la veille des Jeux Olympiques de Sochi. Donc, ce dont il faut se rendre compte, c'est que je pense qu'aujourd'hui, la stratégie de Washington, c'est que, OK, la Russie a gagné, mais il faut que ça lui coûte le plus cher possible. Et donc, pour ça, c'est l'ouverture de tous les fronts terroristes possibles et imaginables. On a eu l'attentat du Crocus City Hall. On a eu cet attentat, et vous avez raison de préciser, parce que c'est important, que c'était une ogive à sous-munitions. Et ce qui fait que, en admettant que l'explication, c'est que donnerait les Kieviens, c'est que on voulait tirer, je sais pas, sur un bateau, sachant qu'il n'y en a plus à Sébastopol, ils sont tous à Novorossiysk, ou sur une cible militaire, mais dans ce cas, on tire pas des bombes à sous-munitions. Les bombes à sous-munitions, c'est pour frapper de l'infanterie à découvert ou des véhicules légers à découvert. C'est pas pour frapper une cible militaire sur Sébastopol, où il y en a plus d'ailleurs. Donc c'est vraiment. Et ensuite, il est évident, il est certain que les attaques MS, donc qui ont été les missiles utilisés, les cibles sont définies par les États-Unis, avec leurs moyens d'observation. L'Ukraine n'a pas de moyens d'observation pour utiliser les attaques MS. Donc comme pour les Scalp et les Storm Shadow, qui sont contrôlés par les Français et les Anglais, et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est Olaf Scholz, puisque quand on lui a dit pourquoi vous n'envoyez pas les fameux Taurus, encore une arme miracle, il a dit parce que il faudrait qu'on envoie des soldats pour les guider, et on n'a pas le droit de le faire du point de vue de la constitution allemande. Donc en fait, évidemment que ces cibles-là ont été désignées par Washington. Alors est-ce que c'est le Pentagone? C'est ce que j'ai dit. C'est peut-être pas le Pentagone. C'est peut-être la CIA, c'est peut-être je sais pas, le renseignement militaire
qui, eux, ont d'autres agendas et qui ont toujours eu la main sur les opérations en Ukraine. Par exemple, les représailles, les opérations de représailles à partir de 2014, elles commencent à partir du voyage de Burns, c'était pas Burns à l'époque, c'était du patron de la CIA à Kiev, mi-avril 2023. Il arrive à Kiev et et c'est là où on débute cette soi-disant opération antiterroriste. Donc la CIA a joué un rôle essentiel dans la préparation de Maïdan, dans l'organisation des unités de représailles. Et évidemment, aujourd'hui, je pense que c'est elle qui désigne les cibles qui sont les cibles civiles qui sont frappés par les missiles désormais, les missiles américains. Mais de toute manière, ce terrorisme d'État, en fait, là, c'était spectaculaire parce que c'est passé sur une plage. En plus, on voit maintenant, on a des vidéos, on voit les sous-munitions qui tombent sur la plage et dans la mer. Mais si vous voulez, ce qui se passe dans la région de Belgorod, Belgorod est à 30 km de la frontière ukrainienne. Alors maintenant, avec la zone tampon que les Russes ont mis en place, c'est un peu plus loin, donc il y a moins d'attaques. Mais globalement, ces bombardements gratuits en plein centre-ville qui n'ont aucun objectif militaire, ça dure depuis un an, depuis plus longtemps que ça même. Les frappes sur des objectifs civils, les frappes sur le pont de Crimée, c'est purement du symbole, parce que dans la mesure où les Russes ont un couloir terrestre qui part de Rostov jusqu'à la Crimée, ils ne vont pas utiliser un pont qui peut être facilement observé, où tout est filmé, on voit le matériel qui est envoyé. Donc en fait, tout passe par le corridor terrestre. Mais il faut frapper les imaginations et peut-être l'espoir, alors qui à mon avis est vain, qu'on pourra terroriser une partie de la population russe qui en aura assez, qui va faire pression sur le pouvoir pour que ça s'arrête. Et puis, il y a de la vengeance. Et puis, le terrorisme chez Bandera, c'est culturel. Si vous voulez, c'est quand même quelque chose que les trois héros de l'Ukraine contemporaine, hein, Bandera, Shouchkievitch et Melnik, ce sont avant tout des terroristes. Il n'y a pas de victoire militaire à célébrer chez ces gens-là. Non, ça c'est bien. Bandera a commencé sa carrière devant un tribunal polonais, c'est là où il crie Slava Ukraine, parce qu'il a assassiné des fonctionnaires polonais, dont le ministre de l'Intérieur. Et Alors, donc, en fait, il n'y a pas d'héroïsme dans le bandérisme. Il y a c'est du meurtre de masse, du meurtre de juifs, de polonais, de russes. Voilà, voilà, alors j'ai un peu fait une digression, mais je pense que non, le non, sens de ces actes, c'est ça. C'est non, ça. non, mais il y a la dimension culturelle de cet État bizarre. C'est un État bizarre. C'est un Ouais. État qui était, depuis 1991, moi j'ai lu ça partout, c'est celui de ces pays de l'ancienne Union soviétique qui ne s'est jamais réformé, c'est-à-dire qui est resté quasiment dans cet État-là, avec la corruption, avec les oligarques, avec la pègre. Donc, c'est situation que la Russie a connue dans les années 90. Donc, Ouais. et dont elle est sortie, mais on va y revenir. Question, ce que vous avez dit concernant les statistiques, puisqu'on prête à Staline une phrase, la mort d'un million d'hommes, c'est une statistique, la mort d'un seul homme, c'est une tragédie. Alors, je ne sais pas dans quel ordre il l'aurait dit, je crois que c'est totalement apocryphe, mais euh, vous parlez du territoire. Mhm. Euh, le territoire, c'était un territoire russe, avec une population russe, que la Russie a d'abord voulu protéger, et après, elle a pris les mesures pour le faire, réaction de l'Occident, et donc, lorsqu'il est apparu que les Occidentaux, alors même que l'accord d'Istanbul était sur le papier, ont obtenu que la poursuite de la guerre, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est là que les Russes ont dit, OK, on va faire une Ouais. guerre et on va avoir des éléments d'acquisition de territoire dans cette guerre. Mais compte tenu de la façon dont elle se passe, on a beaucoup parlé, tout le monde a appris le sens du terme attrition, que j'avais appris dans les bouquins de Jean Lopez sur la guerre germano-soviétique. Euh, j'ai l'impression que c'est une guerre d'usure pour une bonne raison, Ouais. c'est que la Russie sait que elle n'est pas en guerre contre l'Ukraine, elle est en guerre contre les États-Unis et son outil militaire qui est l'OTAN. Donc, moi, je ne sais pas, je vous pose la question. Cette guerre-là n'est pas une guerre d'acquisition de territoire. C'est une guerre d'usure, c'est une guerre
permettant de faire subir à l'Occident une défaite, dont l'effondrement de l'Ukraine serait un symptôme. Mais derrière, je ne sais pas, hein, je pose la question, Ah est-ce oui, que oui. c'est pas plutôt cette stratégie-là que les Russes avaient et à laquelle, aujourd'hui, l'Occident oppose une stratégie terroriste? Alors, je pense que je crois que les Russes ont quand même espéré que les Occidentaux seraient raisonnables, parce que je pense qu'ils les ont surestimés. Je pense que le calcul qui a été fait, notamment de faire autant je pense que le Pentagone, le ministère de la défense français, de ce que je vois, puisque bon, aujourd'hui, moi, mais j'ai les gens de ma promotion aujourd'hui, ils sont au moins colonels et pour les meilleurs, généraux. Il y a des gens brillants dans ma promotion. Donc je pense que, et de temps en temps, il y a des choses qui filtrent. Il y a notamment des informations qu'on filtrait sur Marianne, où on s'apercevait que finalement le ministère de la Défense français avait des notes qui lui disaient exactement la même chose que vous et moi avons raconté. Donc sur le point de vue militaire, je pense qu'il y avait tout le monde était assez lucide. Mais là où ils se sont trompés, c'est sur l'économie russe. C'est-à-dire que, et ça je pense que c'est leur grande erreur et c'est pour ça qu'ils ont voulu aller jusqu'au bout et moi, c'est ce qui m'a inquiété. C'était en juin 2022, c'est quand j'ai vu l'entêtement de l'OTAN et je me suis dit: «Là, l'OTAN s'implique tellement que la défaite ukrainienne sera la défaite de l'OTAN» et donc c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que et aujourd'hui, on en est là et pour moi, le symbole que j'avais relevé à l'époque, c'était que Zelensky s'était rendu à Washington à la fin 2022, je ne sais plus si c'était en septembre ou en novembre et il avait dit à Biden, il lui avait dit: «Notre victoire sera la vôtre» et je pense que c'est la dernière chose qu'avaient envie d'entendre les démocrates parce que oui, la victoire de Zelensky aurait été celle de Washington incontestablement, mais sa défaite sera, qui est maintenant certaine, sera celle de Washington et ça, vous et moi savons que dans les grandes défaites militaires peuvent avoir des conséquences politiques, graves pour les perdants. On l'a vu en 1905, après la défaite contre le Japon. On l'a vu bien sûr en 1917, on l'a vu en 1870, donc en France. Donc je pense qu'aujourd'hui l'inquiétude elle est là. C'est-à-dire que l'OTAN s'est fait était prise à son propre piège, à partir du moment où ils se sont trop investis et dès le mois d'avril, l'OTAN s'investit massivement et d'ailleurs, à mon avis, le plus efficace de ce qu'ils ont fait, c'était le mois d'avril et les mois qui ont suivi, parce qu'ils sont allés chercher partout dans le monde, mais essentiellement en Europe de l'Est, les matériels soviétiques qui ont largement aidé, les Ukrainiens qui, contrairement à ce qu'on racontait, avaient des pertes épouvantables, en matériel. Les Slovaques, les Tchèques, les Polonais, tout de suite, ont envoyé plus de 300 chars, plus de 300 chars, et également des véhicules blindés et des munitions. Et ça a été, quelque chose d'important et puis ensuite, on a vu arriver les armements typiquement otaniens, donc les HIMARS qui ont été très efficaces au début contre les arrières russes, et puis petit à petit, ça a été asymptotique parce qu'ils étaient pris à leur propre piège et aujourd'hui, ils en sont là. C'est-à-dire que l'Ukraine va perdre, ce sera la défaite de l'OTAN et donc ce sera une humiliation mondiale et je ne suis pas étonné que, si vous voulez, le 7 octobre ait été déclenché parce que, eh bien, le Hamas a vu quoi? A vu que depuis 1 an et demi, une coalition de 50 pays était incapable de venir à bout de la Russie. C'est ça qui est observé et vous regardez aujourd'hui l'audace des Houthis, l'audace, de Incroyable. l'Iran, c'est le constat, mais en fait, qu'ils sont pas si forts que ça et souvent d'ailleurs les peuples se rebellent davantage contre la faiblesse que contre l'injustice. Vous voyez? Et là, en fait, bah, tout le monde se dit: «Mais finalement», il y avait une très bonne analyse d'ailleurs, si vous me permettez c'était du géopoliticien américain John Mearsheimer. On lui demandait: «Mais pourquoi est-ce que, Israël choisit, l'Amérique plutôt que la Russie sur le conflit ukrainien?» Et il avait répondu: «Parce qu'elle veut pas la défaite de son protecteur. Parce que la défaite de Washington, va, montrer que le roi est nu et que finalement Israël, le parrain d'Israël qui le protège et bien, finalement est faible et c'est trop tard. Maintenant, c'est la planète entière l'a vu. La planète entière a vu ce qui s'est passé et ça il y a eu d'abord le 7 octobre, il y a eu ensuite la riposte iranienne après la destruction du consulat, en Syrie, qui a montré que, bah, finalement, plein de pays qu'on n'imaginait pas sont capables de faire subir des dommages. Les Houthis ont chassé C'est les bateaux de incroyable. commerce anglais et américains de la mer Rouge. Ils ne peuvent plus prendre le canal de Suez. Ils sont obligés de passer par le cap de Bonne-Espérance et ce sont des Houthis.
Et Oui, donc, en et ils sont même pas au pouvoir au Yémen, non, hein, non. ils sont enterrés quelque part le Gerald Ford qui est un porte-avions colossal, etc. Il n'a pas pu rester parce qu'il lui manquait Non. 600 hommes d'équipage, ce qui est quand même extraordinaire. Et je ne sais plus qui se disait ça. Je me demande si c'est pas Doug McGregor qui disait de toute façon sur la mer, il n'y a plus que deux sortes de bateaux, les sous-marins et des tas de ferraille au fond. Donc, avec les hypersoniques, ah oui, d'accord. Ouais, ouais. Non, mais ce changement extraordinaire a été déclenché incontestablement par le virage de la fin du printemps 2022. Je suis parfaitement d'accord. J'avais fait un Mmh. article qui s'appelait Les 5 défis relevés par Vladimir Poutine, et celui-là en était un, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a fait capoter la négociation, alors que c'était l'intérêt total de l'Ukraine, il a compris que l'Occident allait lui faire la guerre et pas se Ouais. contenter de la guerre économique. Et là, ça est Surovikin, la ligne Surovikin. Alors, ce que je trouve étonnant, allez, on va se faire quelques compliments, Xavier, c'est que, non, mais dès ce moment-là, dans les vidéos, dans les articles, on disait, mais attendez, une contre-offensive. D'abord, là, il y avait l'analyse de ce qui s'était passé à Kharkov, l'analyse du retrait de Kherson, et comme dit mon ami Hervé Carès, il dit c'est un tournant important dans mon appréciation de la guerre, c'est qu'il a été impeccable, ce passage Ouais. rétrograde du Mmh. Dniepr, hein, et ça montrait bien la force. Et derrière, ligne sur Ovikin. Et quand ils ont dit, on va faire, alors ils ont annoncé partout qu'ils allaient faire bravo, la Maskerovska, une offensive, hein, mais nous, on a dit, mais ça ne peut pas marcher. Ouais. Ils n'ont pas de couverture aérienne, ils ont un rapport des feux de 1 à 5, si ce n'est pas de 1 à 10, ça ne peut pas marcher, ça va être un massacre. C'est-à-dire que depuis 2022, et alors j'en profite à ce stade pour, hop, il faut qu'on le voit. Voilà, le livre de Xavier, pourquoi la Russie a gagné. Euh, cette analyse qu'il fait dans ce livre, c'est à la limite, il y a toute une partie, c'est le point de départ. Le point de départ, les différences entre la Russie et l'Ukraine, les différences de population, les différences économiques, etc., qui faisaient que euh, euh, une victoire ukrainienne n'était pas possible, fut-elle soutenue par l'OTAN. Et Mmh. donc, ce que vous dites est vrai, c'est que aujourd'hui, la démonstration est faite, d'abord que la guerre a changé, et que l'Empire est faible. L'Empire est fragile. Ouais. L'Empire est faible. On va en parler. Et malheureusement pour lui, il est aussi faible au plan intellectuel, au plan Mmh. conceptuel. Ça, c'est d'abord. Alors, c'est là où, avant de venir à l'aspect économique, moi, j'aurais une question. La Russie est-elle un pays néolibéral ou pas? J'ai ma réponse. Hein. Mais effectivement, toute votre industrie militaire est d'abord totalement corrompue, ensuite que ce sont des entreprises qui n'ont que d'abord et avant tout des critères financiers, ça devient problématique. Bon, donc ma question là, à ce stade, maintenant, après cette analyse de la défaite qui se profile, de la réponse occidentale avec le terrorisme, c'est est-ce que la Russie a changé? Parce qu'ils ont durci le ton, hein, Xavier. Quand, paraît-il, Lavrov, qui avait déjà sonné les cloches de l'ambassadeur de France, quand Macron s'est lancé dans ses rodomontades ineptes, sur l'envoi de troupes en Ukraine, le, Lavrov aurait convoqué après la Crimée, après le Daghestan, après d'autres choses aussi, je crois, et il aurait convoqué l'ambassadrice des États-Unis à Moscou. Il lui aurait fait ses représentations, on imagine avec l'autorité dont il dispose, et il lui aurait dit la phrase suivante qui est rapportée, semble-t-il sérieusement, avec les États-Unis, nous ne sommes plus en paix. Ce qui est une phrase assez terrible. Et donc, il y a les déclarations de Vladimir Poutine, il y a la question nucléaire qui, quand on vient dire Poutine menace d'utiliser l'arme nucléaire, non, c'est pas vrai. Il dit simplement si vous nous mettez en danger,
Je vous rappelle qu'on a un armement nucléaire et qu'on est probablement les meilleurs. Bon. Donc, la question que je vous pose, est-ce qu'il y a un peu un changement par rapport à ça, y compris la phrase de Belouzov, ministre de la Défense, disant à son homologue Austin, euh, n'envoyez plus de drones hein, au-dessus de la mer Noire, on va les abattre. C'est un geste fort quand même. Hein. Je dis pas casus belli, mais donc il paraît qu'il n'y a plus de drones qui survolent la mer Noire depuis. Donc, est-ce qu'il y a un changement stratégique et un durcissement de la position russe? Je pense que l'attentat donc sur les plages de Sébastopol a provoqué un changement, qui n'est pas un changement fondamental, qui est plutôt une aggravation de ce qui existe déjà. Puisque là, effectivement, on a eu la réaction de Belousov qui a dit publiquement, donc qui a demandé à son état-major de trouver des solutions par rapport à ces drones. Il faut savoir qu'il y a un drone qui a déjà été descendu. Alors, je ne sais pas si c'était volontaire ou pas volontaire, mais c'était un Sukhoi 27, je crois, ou un Sukhoi 30 est arrivé, a fait une manœuvre et le drone a fait un arrêt cardiaque et Oui, il est tombé. Donc c'était de mémoire un Reaper, donc c'est 30 millions de dollars quand même. Mais ceux que ciblent les Russes aujourd'hui, donc il y a des Reapers, mais il y a également des Global Hawk qui sont à 130 millions de dollars. Donc ça coûte très cher. Et évidemment que le message qui a été envoyé par la Russie, c'est de dire, bah, écoutez, en gros, si jamais vous continuez à utiliser des drones au-dessus de la mer Noire, en zone internationale, nous les descendrons. Et là, ça pose effectivement un problème. Euh, Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'avantage du drone, c'est que comme son nom l'indique, il n'y a pas de pilote dedans. Donc c'est juste une perte matérielle, une perte extrêmement sérieuse, ça coûte très cher, mais globalement, ça permet de monter la pression sur Washington tout en évitant tout de même une escalade. Ce serait autre chose si tout d'un coup, un missile russe abattait un chasseur F-16, F-35, je ne sais pas quoi, ou un F-15 américain. Là, ça aurait des conséquences beaucoup plus graves. Mais pour l'instant, je pense qu'on est toujours sur une escalade maîtrisée. Mais là, de toute manière, il faut voir aussi que du côté russe, de la population russe, du côté des leaders d'opinion russe, là, on attend de Vladimir Poutine quelque chose, un signe fort. c'est L'image important. n'est pas passée. Les bombes sous munitions qui tombent sur la plage, là, les gens veulent une réponse. Et Vladimir Poutine a toujours été plutôt la voix de la sagesse. À chaque fois qu'on annonçait, par exemple, qu'il allait y avoir, il fallait raser. Vladimir Solovyov, notamment, qui est on va dire, le plus belliciste des présentateurs, même si c'est un jeu. Hein, il m'invite à son émission, il en fait toujours des tonnes, qui appelle à raser les capitales occidentales, la ville de Kharkov, etc. Cela dit, il représente tout de même une part importante de l'opinion publique russe qui trouve que pourquoi est-ce qu'on prend des gants alors qu'eux n'en prennent pas. Et donc là, je pense qu'effectivement, c'est toujours contrôlé, mais on assiste à une escalade qui pourrait, on va le voir dans les semaines qui viennent, soit Washington a compris le message et cessera d'envoyer des drones, soit il va continuer à les envoyer, il les fera escorter par des chasseurs, ça aussi c'est quelque chose qui est possible. Et là, effectivement, on peut encore avoir une escalade. Voilà où on en est aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que la patience de la Russie commence à être mise à rude épreuve. Et il serait peut-être temps d'arrêter, surtout qu'encore une fois, c'est raté. C'est raté. La Russie a gagné. Donc, autant arrêter maintenant. Et juste, il faut voir par rapport à la mer Noire, ce qui est important, c'est que on nous vend des succès de l'armée ukrainienne. Par exemple, en ce moment, on nous vend que, oui, et génial, l'armée ukrainienne a arrêté l'offensive russe vers Kharkov. Alors qu'au début, tout le monde était d'accord que c'était pas avec les 10-30 000 hommes que les Russes avaient mis en place qu'ils allaient pouvoir prendre Kharkov. Hein. Mais maintenant, on nous dit non, non, regardez, c'est magnifique, les Kieviens ont arrêté l'offensive vers Kharkov. De la même manière, on dit regardez, oui, Kiev a gagné la bataille en mer Noire. Kiev n'a rien gagné du tout. Les bateaux de transport russes, de commerce russe, passent par le détroit du Bosphore, comme avant, sans aucun problème.
La seule flotte de marchandises qui est obligée de passer par le Danube, de sortir sur les ports roumains, de caboter le long des eaux territoriales roumaines et bulgares et ensuite turques, c'est la flotte de commerce kievienne. Mais donc, on nous vend en fait des succès parce que de temps en temps, effectivement, un bateau, d'ailleurs dont aucun ne joue de rôle dans l'opération militaire spéciale, les seuls bateaux de la flotte de la mer Noire qui jouent un rôle, c'est les frégates lance-missiles ou les sous-marins lance-missiles. Et aucun d'entre eux n'a été touché. Ce qui a été touché, c'était des navires de débarquement. Voilà, le plus spectaculaire, ça a été en avril de 2022, ça a été le croiseur Moskva, mais c'était un croiseur de défense antiaérienne. Même si c'était le navire amiral de la flotte de la mer Noire, c'est pas lui qui balance des bombes, des missiles sur les infrastructures critiques de l'Ukraine. Donc je pense que ça aussi pour Washington, c'est un moyen de faire payer cher la victoire russe, de continuer son activité de bombardement à partir de la mer Noire, c'est un moyen de donner des victoires symboliques à Kiev. Et donc là, on est effectivement il faut regarder, là, les semaines qui viennent vont être vraiment importantes pour savoir comment est-ce que Washington va réagir à la mise en demeure, on va dire, de Washington. Et ce sera mon dernier point, c'est le Pentagone qui a appelé le ministère de la Défense russe. D'accord. Ça, c'est important, tout de suite. C'est eux qui ont appelé. Ils se sont rendus compte que les choses étaient allées trop loin. Donc c'est pour ça que je me dis que peut-être que le Pentagone ne fait que subir les décisions qui sont prises sur place par le représentant de la CIA, qui eux veulent évidemment dans une stratégie de jusqu'au boutisme. Ce qu'ils veulent aussi, ce qu'ils voudraient, c'est que les Russes ripostent délibérément sur les civils. C'est que les Russes bombardent une plage de vacanciers près d'Odessa pour faire en sorte que les populations, puisqu'on est dans une guerre civile, pour radicaliser la population ukrainienne contre l'état-major russe. Mais aujourd'hui, quand on compare Gaza à Kiev, bah, on voit bien que c'est pas la même guerre. C'est pas la même civilisation. Je veux dire, donc c'est ça aussi qu'ils voudraient briser, c'est-à-dire développer la haine des Ukrainiens contre les Russes et des Russes contre les Ukrainiens. Alors, je vous ai bien entendu, Xavier, vous dites, voilà, la défaite est consommée. Ça ne veut pas dire qu'elle a déjà eu lieu Ah. complètement avec les conséquences d'une défaite, capitulation, effondrement. Donc la défaite est consommée et l'Occident, votre explication de ce qui est en train de se passer, c'est l'Occident essaie de le faire payer cette victoire le plus cher possible à la Russie. Voilà, avec la communication, en Occident, on vit dans un monde imaginaire. Hein, c'est un théâtre, un simulacre, c'est incroyable. Nous, ça fait 7 ans qu'on a un faux président, c'est inouï, et tout d'un coup, on se réveille là. Il y avait un article dans Libé. C'était donc ça le macronisme, sauf qu'on leur sort la une de 2017, faites ce que vous voulez, mais votez Macron. Hein, et donc, vous êtes dans les nuages, tout comme Biden a des amis imaginaires. On les a déjà vus. Donc, votre explication, c'est à ce qui est en train de se produire et ces provocations occidentales, ukrainiennes, c'est on veut leur faire payer le plus cher possible. Alors, j'ai publié il y a 2-3 jours un article que j'avais récupéré sur RT grâce au VPN, hein, parce que nous, on a interdit les organes russes chez nous. D'ailleurs, l'Union européenne vient d'en interdire d'autres, et donc les Russes ont pris des décisions miroirs et en ont interdit un certain nombre de Français, dont l'AFP. Et là, naturellement, M. Séjourné, il est venu pernicher. Oh, c'est pas bien, c'est contre la liberté d'expression. Mais pardon, la liberté d'informer. Enfin, c'est inouï. Bon, tout ça, c'était une incise sur la bêtise des gens qui gouvernent. Je reviens à cet article. C'est un article qui dit l'OTAN va attaquer la Russie et c'est probablement inévitable. Très mesuré et prenant tout un tas de raisonnements pour montrer ce qu'ils sont en train de faire, l'articulation avec y compris les problèmes politiques que rencontrent les différents pays de l'Europe, y compris en expliquant que l'abandon de l'Europe centrale par les États-Unis, l'abandon à l'Europe et à l'Union européenne de ce conflit impliquera que probablement l'OTAN européen va devoir intervenir. C'est ce qu'il disait. C'est pas votre position. Non, parce que je pense que si l'OTAN pouvait intervenir, ils interviendraient. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de soldats envoyés. Il y avait un Ah, article c'est d'ailleurs clair. je crois que c'était dans le New York Times, donc c'est pas un agent du Kremlin, qui disait, bah, en fait, l'OTAN pourrait même pas envoyer 300 000 hommes.
on n'est plus à une époque où on pouvait envoyer, au nom des conquêtes de guerres dans des guerres impérialistes de colonisation ou pour faire plaisir à l'Angleterre en Crimée contre les Russes en 1853, où on peut envoyer 315 000 hommes et perdre 95 000 morts. Parce que c'est ça qui va se passer. On peut plus le faire. La population française n'est plus capable de le faire et après, c'est pas plus mal. Oui, Personnellement, je le pense. oui. Je le regrette pas. Je veux que la France est une armée digne de ce nom, forte, etc. Mais je veux pas qu'on participe à des guerres impérialistes. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Je pense que si on pouvait le faire, on le ferait. Si on pouvait envoyer 500 000 hommes, eh bien, c'est pas exclu qu'on le fasse. Mais aujourd'hui, en fait, pourquoi est-ce l'OTAN a besoin de l'Ukraine comme proxy? Parce que finalement, c'est la seule population qui peut aller se battre contre les Russes. Peut-être parce qu'elle est russe d'ailleurs. Et les seuls qui pourraient le faire, je veux dire, qui ont une certaine taille critique, ce seraient les Polonais. Mais finalement, ils ne veulent pas le faire non plus. Et les Polonais, ils ne veulent pas aller envahir l'Ukraine. On pourra en parler, mais la relation qu'ils ont vis-à-vis de leurs anciennes provinces de Galicie et de Volhynie est quand même très particulière, puisqu'ils se sont fait épurer ethniquement. Hein. La soi-disant grande amitié ukraino-polonaise, c'est une énorme blague. Hein. Donc je pense qu'en fait, on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens humains surtout. Et d'ailleurs, vous verrez que finalement, vous avez cité les problèmes de munitions, vous avez cité qui sont tout à fait exacts, hein, les problèmes de matériel, mais finalement, ce qui va faire que la guerre va s'arrêter, c'est qu'il n'y a plus de combattants côté ukrainien. Voilà. Et que personne, même pas les Polonais, n'iront. Alors, j'ai vu que l'Estonie voulait 1 300 000 habitants, hein, c'est même pas la taille de l'armée russe, mais ils veulent, ce sont les plus petits qui sont les plus agressifs. Ah oui, oui, bien Et sûr, bien sûr. Alors donc, dites, à propos, oui. on vient de parler des Polonais. Dans ce livre, il y a des citations de Marx. Et il y a la C'était fameuse pour vous faire citation de plaisir. Marx. C'était pour vous faire plaisir. Mais oui, absolument, mais je l'avais retrouvé. C'est un de mes lecteurs qui m'avait envoyé la référence exacte. C'est dans une lettre à Engels. Ouais, Elle est magnifique parce qu'elle est ouais, tellement vraie. Et en plus, elle est au 19e siècle et ils ont continué. Ils ouais. ont continué à faire systématiquement et courageusement, pardon, les Courageusement choses les choses les plus stupides. absurdes, les plus stupides, ouais, c'est ça, Les ouais, choses ouais. stupides. C'est Mais quand même. Marx a beaucoup écrit sur le rôle des Polonais dans la révolution, dans le mouvement socialiste au 19e siècle, en fait. Comme c'était un peuple sans nation, ils étaient très internationalistes et ils ont joué un rôle extrêmement important, y compris dans la révolution bolchevique, hein, d'ailleurs. Hein, Ah ben tiens, avec. Ah ouais, alors là aussi, Xavier cite le camarade Dzerzhinsky, ouais, voilà. dont la statue est toujours devant l'immeuble du SVR, qui était un des démembrements du KGB, NKVD de Tchéka. Bon, tout ça, c'est C'était la première l'histoire. direction. À l'époque soviétique, le KGB regroupait tous les services secrets, Oui, y compris extérieurs. Et le SVR, donc ça s'appelait la première direction du KGB, c'était la DGSE chez nous. oui. Et en 1992, à la chute de l'Union soviétique, en fait, la partie opération extérieure a été nommée SVR et tout le reste est passé sous le nom de FSB. Donc, le rôle des Polonais, et d'ailleurs les grandes purges, où Staline lance, avec Yezhov, lance un massacre à grande échelle, a beaucoup concerné, en particulier, y compris au sein du NKVD, les Polonais. Il y Tout à avait une fait. volonté de purification ethnique quelque part, euh, pour pouvoir affronter, sans cinquième colonne, la guerre qui venait, puisque c'est un seul pays. Ça a failli d'ailleurs coûter la vie à un des meilleurs généraux maréchaux de l'armée soviétique, qui est Rokossovski. Constantin Rokossovski, Rokossovski. Alors, là, ils sont venus le chercher dans sa prison. Il avait plus de dents, je crois, enfin, quasiment plus de dents. Donc ils lui ont mis une mâchoire de rechange. Mais ça aussi, c'était la force de Staline aussi. C'est-à-dire qu'il était capable, contrairement à Hitler, qui, quand ses généraux lui plaisaient plus, hop, à la retraite. Il les tuait pas, mais il les foutait à la retraite, forcés. Et Staline, quand il y en a un qui faisait une bêtise, il l'écartait et après, s'il avait jugé qu'il était bon, et il le remettait quelques mois après passer quelque temps en purgatoire, il le remettait à la tête des troupes. Mais il a eu la sagesse, quand il a fallu chercher les meilleurs généraux possibles et imaginables, il est allé chercher Rokossovski. Et Alors, Rocco, comme on l'appelait, ce que vous venez de dire me rappelle une petite anecdote. J'étais tout jeune, j'avais écrit un bouquin qui avait attiré l'attention d'un vieil aristocrate un petit peu bizarre, donc qui était pro PCF, pro soviétique. Donc il m'avait invité à déjeuner pour savoir qui j'étais. Et alors il m'a dit, vous comprenez, on a trop critiqué Staline. Comme Napoléon, de fils de vacher, il a fait des maréchaux.
ce qui était vrai pour Zhukov, qui était un fils de vachette. Koniev aussi était d'origine paysan pauvre. C'est tout à fait vrai, hein. Et Et d'ailleurs, Rokossovski a fini ministre de la Défense de la polonais, Pologne. polonais. Et il a Alors, donné, c'est la première fois où la Pologne, à l'époque contemporaine, a eu une vraie armée digne de ce nom. C'est parce que c'est Rokossovski qui le lui a donné. et alors, il y a deux petites anecdotes sur Rokossovski. La première, c'est qu'il croise Staline et sur ses mains, il n'y a plus d'ongles, parce que le NKVD lui a arraché. Et Staline lui dit, ah, ce que c'est que les excès de zèle. Non, mais c'est quand même inouï. Et Rocco avait toujours un pistolet sur lui, ou un revolver, j'en sais rien, hein, et il disait, ils ne viendront jamais me reprendre, en parlant de ce qu'il avait subi et du NKVD. Donc, on ferme la parenthèse. Oui, effectivement, cette capacité de Staline à prendre les bons, c'était, à la différence d'Hitler, c'est un homme d'État. Donc, Ouais. et alors, quoi qu'on pense du personnage, hein, parce que c'est assez. Ah ouais, non, non, mais je suis pas, mais simplement, enfin, quand on regarde la manière notamment dont il a organisé ça, même Jean Lopez, qu'on peut pas soupçonner Oula, non. de stalinophilie, le dit, cette capacité qu'il a eue pour organiser la défense à partir de 1941, c'est tout simplement exceptionnel. Et d'ailleurs, je parlais avec un historien russe il y a pas très longtemps qui me disait, de toute manière, il en est mort. C'est-à-dire qu'après la guerre, en fait, il avait tellement mobilisé ses forces personnelles qu'en fait, ça a été un lent déclin jusqu'à, il est mort de fatigue en fait. Ouais. Oui, c'est L'effort vrai. Non, mais qu'il a quand je dis fourni, c'est un homme d'État, c'est pas un compliment, ouais, c'est une donnée. Ce que n'était ouais, pas ouais, Hitler. Hitler était avait du charisme, avait un certain génie politique, mais Hitler a plutôt démoli. Il n'y avait pas d'État nazi, c'est un truc bizarre. Bon, on va pas ouais, se lancer ouais. là-dessus, mais donc, alors, la question que je me pose là, donc, sur aujourd'hui, l'affrontement nord-sud dans lequel la Russie tient un des théâtres d'opération, moi c'est un petit peu comme ça que je vois les choses, parce qu'il y en a d'autres. Eh ben, il y a le Moyen-Orient, il y a peut-être la Chine où ça bouge quand même, où il y a des tensions. Donc aujourd'hui, l'Occident ne sait pas comment gérer sa défaite, y compris politiquement, y Mmh. compris en termes d'image, c'est très important. Je veux dire ça, il ne faut pas perdre la face. Enfin, l'histoire humaine, c'est ça. Et donc, la question que je me pose, c'est que euh, comment, pourquoi la Russie a gagné, pourquoi l'Occident a perdu? Qu'est-ce qui explique toutes ces erreurs dont nous avons un exemple magnifique avec cet imbécile de Bruno Le Maire, dont nous avons des exemples de toute nature, y compris avec nos experts de plateau, ça c'est pour notre pays, mais aussi dans les directions occidentales, à la direction de l'OTAN, euh, euh, Boris Johnson qui débarque pour faire le pitre Mmh. et imposer une orientation à Zelensky. Pourquoi est-ce que l'Occident a été à ce point nul? Parce qu'il l'a été, je veux dire. Je pense ils ont oublié une règle fondamentale dans la propagande, c'est qu'elle est à usage externe et qu'il ne faut pas croire sa propre propagande, en fait. Et le problème, c'est qu'ils ont cru, alors pour partie, je pense, les dirigeants politiques ont cru réellement que l'armée russe était faible, mais aussi parce que si vous voulez faire carrière, je cite le cas d'un attaché militaire qui était ici, le général Martin, et on a su parce qu'il y a eu un article dans le Causeur qu'il avait donné des conférences où il expliquait que l'armée russe était rigide, corrompue, inefficace, etc., etc. Ce qui est faux. Il y a de la corruption, mais là où la corruption était un véritable problème pour l'armée russe, c'était que à l'époque où on donnait l'argent au commandant du régiment et c'est lui qui payait les soldats. Maintenant, non, tous les soldats russes ont leur carte MIR, carte de crédit, et c'est là-dessus qu'ils reçoivent leur salaire. Ensuite, le complexe militaro-industriel russe n'est pas corrompu parce qu'il est d'État. Et là, je vais rejoindre, on va être d'accord tous les deux. Ce qui est stratégique doit être contrôlé par l'État. L'énergie, et bien sûr le complexe militaro-industriel. L'essentiel de l'armement est produit par Rostechnologie, qui est un immense groupe d'État. Donc, en fait, un groupe d'État ne va pas donner un pot de vin à un ministre
pour qu'il fasse des commandes à ce groupe-là, puisque de toute manière, c'est l'État. Tout ça, c'est l'État. Donc, mais simplement, ce général Martin, qui je pense n'est pas idiot, donc savait très bien que ce qu'il disait était faux, l'a dit parce que ça lui a permis entre autres de devenir le plus jeune général français de sa génération. Donc vous voulez faire carrière, donc vous mentez, et vos subordonnés attendent des mensonges. C'est ce que disait Solzhenitsyn. Ils mentent, nous savons qu'ils mentent, ils savent que nous savons qu'ils mentent, mais ils continuent à mentir. Donc, il y en a pour préserver leur carrière qui ont raconté n'importe quoi sur l'armée russe. Et puis, surtout, je pense que la question, elle est économique. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment cru, ça en revanche, ils ont vraiment cru que l'économie russe allait s'effondrer. Et je cite dans mon livre notamment Philippe Martin, que j'ai découvert sur BFM TV, donc qui est un cabinet de conseil vis-à-vis du ministère des Finances français, qui expliquait doctement que si la France mettait des sanctions sur les hydrocarbures russes, ça lui coûterait 0,5 de point de PIB. Ce qui est complètement délirant, parce que si on met des sanctions sur le deuxième exportateur de pétrole mondial, le premier exportateur de gaz en Europe, le premier fournisseur d'uranium enrichi pour les centrales nucléaires, évidemment que ça ne va pas coûter 0,5 de point du PIB, ça va provoquer une augmentation du coût de l'énergie, ce que nous avons observé, demandez aux boulangers ce qu'ils en pensent, et donc une inflation catastrophique à un point où les entreprises allemandes déménagent aux États-Unis, ce qui était aussi le but de guerre de Washington. Et donc je pense qu'ils se sont surtout là réellement trompés sur la puissance de l'économie russe. Le poids de l'industrie, alors que, encore une fois, toutes les données étaient ouvertes, hein. Je cite 2021, c'était les données de la Banque mondiale. Le PIB, le poids de l'industrie et de la construction dans le PIB russe, donc de la production réelle, hein, c'est pas du virtuel, c'est 32%. Quand c'est 28% pour l'Allemagne, 22% pour l'Italie et 16% pour la France. Maintenant, on est en dessous de 10%, hein. Et donc, en fait, ça, c'était une réalité, mais qu'ils ne voulaient pas voir. Ce qu'ils ne voulaient pas voir non plus, c'est que, et ça, je l'ai dit au début du conflit, ça a fait hurler, mais Poutine voulait les sanctions. Poutine a observé ce qui s'est passé en 2014 et il s'est aperçu que les sanctions qui ont été mises avec la réunification de la Crimée ont été les meilleures, avec surtout la destruction du MH17, ont été une des meilleures choses qui soient arrivées à l'économie russe. Parce que ça les a obligés à être bons. Ils sanctionnent les cartes de paiement Visa Mastercard pour la Crimée. Eh ben, la Russie, en 2014, sort son propre système de paiement. Le système interbancaire, le SWIFT, est fermé pour la Crimée également. La Russie sort le SPFS, toutes les banques russes sont connectées. Ce qui fait que quand les premières sanctions qui concernent les cartes de paiement et les systèmes de transfert sont prises, immédiatement février-mars 2022, en Russie, vous ne vous en rendez même pas compte. Même pas compte. Et ça a permis un saut qualitatif au niveau agricole, de la production agricole. La Russie est devenue le premier pays exportateur agricole au monde. Ça a attiré des secteurs entiers de l'économie, comme la production de tracteurs, tout simplement, qui en plus a favorisé également l'allié précieux qui est la Biélorussie, puisque la Biélorussie fournit des tracteurs, hein. Toutes ces économies étaient liées les unes entre les autres. Donc, et ça, en fait, les Occidentaux n'ont pas voulu le voir. Et ils se sont gargarisés, je cite notamment, ils ont cité en permanence, jusqu'à la nausée, le bouquin de Sokolov au début des années 90, La puissance pauvre. Alors, dire oui, la Russie est une puissance pauvre, la Russie est une puissance pauvre. Mais ça, oui, c'était vrai dans les débuts des années 90. Mais c'est comme si vous parliez de la Chine avant Deng Xiaoping. Vous dites, ah oui, regardez, la Chine, c'est un pays arriéré. Oui, en 1979, quand Deng Xiaoping lance les réformes, oui, c'est un pays arriéré. 20 ans après, déjà beaucoup moins. Et 50 ans après. Il est arriéré, mais il a fait quelque chose qui a été la base. Il a fait deux choses. D'abord, la redistribution des terres, c'est-à-dire qu'une réforme de l'agriculture qui était propre à la Chine, et deuxièmement, l'alphabétisation qui était obsessionnelle chez eux. Et puis, Deng Xiaoping, il avait cette base-là, et il est arrivé, il a dit, bon, mais Ouais. maintenant, vous allez pouvoir vous enrichir, hein. Il a fait une NEP prolongée. Voilà. Donc, C'est ça. Mais j'aime ça, c'est un peu une forme de national-capitalisme, en fait. mais oui, oui, Et mais contrôlé, Xavier. ouais, c'est ça, c'est-à-dire que mais on le voit très bien. Et pour moi, d'ailleurs, je pense que Vladimir Poutine s'est quand même largement inspiré, pas uniquement, Alors, mais du modèle chinois, je pense. on va en parler. Alors, moi, je vais deux petites observations. D'abord, dans l'actualité, on a oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose. C'est la dernière vidéo de Zelensky. On a trop de morts, c'est affreux, c'est Mmh. épouvantable.
on va faire des négociations. Là, on a fait une conférence. Bon, je vais continuer à travailler, hein, et puis après l'été, on va se retrouver autour d'une table. C'est quasiment ce qu'il a dit, hein. Je veux Ouais, dire, ouais. c'est Ah, un petit peu sidérant. Alors, la presse française, silence de mort, hein, c'est le cas de le dire, les pauvres Ukrainiens. Donc, ça, c'est vraiment la question de la défaite. Alors, lui, je pense qu'il fait ça parce qu'il sait très bien qu'il est sur le fil du rasoir, je veux ouais. dire. C'est pas sûr qu'il Je meurt dans pense que son lit tranquille, hein. le rôle du débat de Trump-Biden a aussi glacé le sang de pas mal de bellicistes. C'est-à-dire en se disant, mais en fait, Trump va arriver. Et avec Trump, il y a une petite chance que la plaisanterie s'arrête. Comme pour l'Afghanistan d'ailleurs, hein. C'est Trump qui a arrêté l'Afghanistan. C'est Évidemment, Biden qui a géré le départ, mais c'est Trump qui a mis fin. évidemment. Et donc, je pense que Zelensky, il se dit que c'est peut-être lui le prochain Afghanistan. Donc il y a ça. Et surtout, il y a également, là où on parle ouvertement des pertes, c'est que par exemple, Zelensky, sous la pression donc d'un député de la Rada et également d'une unité Azov, donc d'une unité bandériste qui est déployée du côté, qui fait partie d'Azov et qui est déployée du côté du front nord, on va dire, et, du côté de Kupiansk, a exigé le départ du général Sodol qui commande les forces conjointes. Alors je ne sais pas trop quel est le rôle exactement au sein, ils ont des trucs bizarres dans l'armée ukrainienne, mais ils ont dit, pour dire ça, il a tué plus d'Ukrainiens, J'ai vu. c'est un mauvais général qui a tué plus d'Ukrainiens que de Russes. Donc tout d'un coup, on est en train de nous faire passer le message qu'en fait, il y a Basinski, il y a des pertes énormes, alors qu'il nous expliquait, il y a eu 27 000 morts quand même il y a quelques mois, qu'il y a des pertes énormes du côté kievien et qu'il y a même plus de pertes que du côté russe. Parce que le général Sodol ou un autre n'est pas efficace, est un mauvais général. Donc en fait, oui, je pense que là, ça est en train de déborder, oui. Le Bon, mensonge, il y a alors, un moment où ça. le problème, alors je rajoute un deuxième facteur. Pourquoi l'Occident a perdu, je suis d'accord avec Emmanuel Todd, c'est la catastrophe éducative. Les bons vont dans les salles de marché, hein, mais il y a plus d'ingénieurs, il y a plus, enfin, les gars, ils ont des diplômes de communication et des études de genre, et donc, non, mais le niveau des élites est absolument affreux. Moi, j'ai eu quelques expériences ces jours-ci parce que c'était la campagne électorale. J'ai eu à corriger des textes, mais c'est effrayant. Tout ce qui émane de Sciences Po, ils sont semi-illettrés en plus. Mais Ouais, ouais. c'est vraiment. Bon, ça mériterait plusieurs émissions. Donc, je pense qu'il y a ça aussi, c'est qu'on est mauvais. Quand vous voyez les On est brochettes de ministres qu'on a désindustrialisé. eues, Si vous voulez, la faiblesse de l'Occident collectif face à la Russie, c'est une faiblesse industrielle. oui, alors, on va en parler de ça, parce que je termine sur cette Pardon, nullité oui. occidentale, sur cette idiocratie. Quand vous voyez que ces journées, il n'y a pas plus étranger à la mission de ministre des Affaires étrangères que ce pitre, quoi. Hein, moyennant quoi, il a été nommé, on nous l'a fait garder, on vit dans le simulacre. Alors, moi, je me rappelle de la chute de l'Union soviétique, je me rappelle de ce qui se passait dans les années 90. C'était épouvantable. Épouvantable l'image qui m'en revenait. J'avais des amis qui y allaient, tout. Je n'y suis pas retourné, moi. Et donc, euh, début des années 2000, dans des circonstances un peu curieuses, Poutine sort du bois. Je pense qu'il faudra que l'histoire de l'avènement de Vladimir Poutine soit écrite. Et voilà quelqu'un qui, en 25 ans, enfin à peu près ça, hein, depuis qu'il Oui. arrive dans l'entourage d'Eltsine, en 25 ans, a totalement ramassé un pays à terre. Il l'a réformé, transformé, reconstruit un État. Alors vous me direz, les Russes, ils ont l'habitude. Hein, en 1917, il a fallu en faire un autre. Hein, ils en changent tous les siècles. Donc, mais il y a la situation économique. C'est une puissance militaire, probablement la première du monde aujourd'hui, quoi qu'on raconte Ouais. sur les États-Unis. C'est une puissance industrielle, une des premières du monde. Ils sont passés devant les Allemands. Euh, Et les euh, Japonais? les Japonais, les Allemands, peut-être, bon, peu importe, ils sont, Non, 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 devant les Allemands et les Japonais. et les C'était Japonais, annoncé. les deux. Ça a été par Donc, la Banque mondiale. Ils sont ils la sont sur le quatrième économie du podium, monde. hein, et qui aurait pu parier ça il y a 25 ans? C'est court, 25 ans, c'est court. Hein. Donc, c'est, je veux dire, le produit de la volonté d'un homme. Alors, il paraît que Poutine est assez admiratif du père de Gaulle. Ça ne me Oui. surprendrait pas.
Ça On doit l'entend souvent, et déjà, il connaît bien l'histoire de France. Il a fait quelquefois quelques références, c'était assez étonnant. Oui, oui, je pense qu'il a plusieurs modèles. Je pense que parmi ces modèles, comme je le disais, il le cite assez souvent, il parle de la Chine, du modèle chinois. Il a encore dit récemment que finalement, le modèle chinois, c'est celui qui fonctionnait le mieux, c'était le plus efficace. Donc, je pense il a un peu, il s'est inspiré de différents modèles. Après, il a trouvé également, il a dû aussi s'adapter aux circonstances. Vous voyez, les premières réformes économiques qu'il fait au début des années 2000, c'est une simplification fiscale parce que le Ouais. système fiscal russe est d'un personne ne paye d'impôts. Tout le monde peut faire ça s'appelle l'optimisation, c'est-à-dire qu'en gros, vous faites de l'évasion fiscale et et personne n'arrive à s'en sortir. Les impôts eux-mêmes sont corrompus. Donc, il met en place notamment la flat tax, 13% d'impôt sur le revenu. Donc là, tout d'un coup, tout le monde se met à payer d'impôts. Parce que pour 13%, vous n'allez pas risquer d'avoir un contrôle fiscal, d'être obligé de donner un pot de vin à l'inspecteur du fisc. Et donc, dans les premiers temps, donc, donc cette flat tax prélevée à la source sur les revenus. Et petit à petit, et là, on vient de voir la dernière réforme, on revient à un système progressif, pardon, où là, les plus gros salaires mais c'est pas encore, c'est pas c'est tout à fait raisonnable, c'est 22%. Pour les entreprises, ils créent ce qu'on appelle l'entreprise individuelle. C'est ce qu'on a en France, hein, c'est les entrepreneurs individuels. C'est 6% libératoire sur le chiffre d'affaires. Donc très peu de comptabilité. Ils baissent les impôts sur les sociétés. En fait, ils essayent de lancer l'apparition des PME. C'est ce qui manque en Russie, en fait. En Russie, vous avez des monstres, dont certains, d'ailleurs, les actifs ont été volés par les oligarques. Poutine en a récupéré une bonne partie et l'a renationalisé, hein. C'est le cas avec ce qui se passait avec Yukos notamment. Et puis, vous avez aussi des ETI, une bonne couche d'ETI, mais vous avez ce problème de PME et il en manque. Et le but, en fait, c'est d'avoir créé des circonstances pour que les Russes, qui sont un peuple très entrepreneur, hein, contrairement à ce qu'on croit, le fonctionnaire mal payé, c'était pas c'était pas une fatalité soviétique ou russe, quoi qu'il en soit. Et donc, bah, de donner les moyens, et ça marche. Alors, ça marche lentement, hein. J'ai regardé les derniers chiffres. La France, par exemple, je crois que 50-55% du PIB, ce sont des petites et moyennes entreprises. En Russie, maintenant, on met de côté la partie hydrocarbures parce que c'est énorme. Mais sur le reste, ça doit être 30%. Donc, il y a encore de la marge de progression, mais ça, plus la numérisation du système fiscal, ça, c'était l'idée de Medvedev, c'est-à-dire que pour arrêter la corruption, on va mettre un ordinateur entre le fonctionnaire et le citoyen, et ça a marché. Ça a marché, c'est-à-dire que moi, j'ai connu une Russie, vous aviez une démarche administrative à faire, alors vous appeliez un cabinet spécialisé qui allait faire la queue à votre place, faire les trucs. Aujourd'hui, tout est là. Toutes les démarches administratives. Donc, il n'y a plus de pot de vin. Je sais pas, ça fait 10 ans que j'ai pas payé alors que c'était courant avant, que j'ai pas payé un pot de vin à un flic dans la rue. Déjà, il y a pas de flic. Il y a pas de policier, pardon. Il y a pas de policier dans la rue. Il y a des caméras qui contrôlent la vitesse et bah, quand il y a des montées terroristes, là, vous envoyez un peu plus. Mais sinon, j'en vois moins à Moscou qu'à Paris, par exemple. Donc Et en en fait, plus, à Paris, c'est une police faible. et en plus, c'est Donc, une folie. Alors, en plus, alors, elle est brutale voilà. dans le maintien de l'ordre des manifestations et des mouvements sociaux, mais Ouais. elle est faible. Alors, j'ai une question, Xavier. On me dit, et je suis un homme du droit, moi, hein, comme Vladimir Poutine. Je ne suis pas un homme du chiffre. Bon, donc, mais l'économie m'intéresse. On me dit que l'économie russe n'est pas financiarisée. La Chine est une économie financiarisée, mais ce ne serait pas le cas de la Russie. Euh, parce que les économies financiarisées sont souvent, c'est le nom du néolibéralisme, avec les limites que l'on connaît et les catastrophes qui ont été produites dans un pays comme la France, par exemple. Donc, puisque ce néolibéralisme a été installé par nos amis socialistes. Comme le dit, comment est-ce qu'il s'appelle je ne me rappelle plus de son nom, le gars qui faisait venir des cireurs de chaussures à l'Élysée, qui a fait un livre pour l'expliquer. Il a été 30 ans dans le système, hein, donc il dit, mais oui, mais ça, c'est les socialistes qui ont imposé le néolibéralisme à la France. Euh, Qu'est-ce qu'il en est de cette affirmation? L'économie russe n'est pas financiarisée.
Je ne sais pas ce que ça veut dire. Enfin, c'est pour ça. Donc, Je pense que c'est-à-dire que ce que ça veut dire, c'est que ce serait une économie, c'est une économie qui n'est plus productive. Elle ne produit plus rien. C'est une économie de services et que finalement le capital, le capital qui contrôle les actifs, eh bien, est apatride. Je pense que c'est ça l'idée de non financiarisé. La Russie, en fait, comme je l'ai dit, les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est une économie hyper industrialisée. Donc, la Russie produit ce dont elle a besoin. Et de toute manière, la bourse de Moscou, en gros, c'est essentiellement les grandes boîtes d'hydrocarbures. Donc, il y a pas vraiment, effectivement, il y a pas une place comme la City, ou comme la bourse américaine, où les fonds de pension arrivent, achètent, revendent, ont des stratégies à différents termes. Il n'y a pas ça en Russie. Et c'est aussi un problème, c'est-à-dire qu'il faut tout de même trouver des financements. Donc, le gouvernement de Vladimir Poutine a essayé de mettre en place des systèmes pour inciter les Russes à investir dans l'économie réelle. Notamment, par exemple, vous êtes français, vous ne pouvez pas acheter des actions de Gazprom. Même avant 2022, vous ne pouvez pas, sauf à acheter dans des produits structurés que votre banque prépare, mais vous ne savez même pas ce qu'il y a à l'intérieur. Maintenant, les Russes peuvent. Vous avez notamment sur la Sberbank, qui est la grande banque d'État russe, mais pas seulement, sur Tinkoff aussi, une augmente. Vous pouvez acheter des actions de Gazprom, des actions des grandes sociétés russes. Donc je pense que quand on parle de la faible financiarisation de l'économie russe, je pense que c'est de ça dont il s'agit. C'est-à-dire que la Russie a encore du mal à organiser le financement de son économie par les fonds de pension, par la levée des fonds. C'est un problème, mais en même temps, c'est aussi une force. C'est-à-dire que vous êtes beaucoup moins vulnérable. Vous voyez très bien l'action des fonds de pension en Ukraine, et ça date pas de 2022. C'est une opération de pillage. C'est incroyable. une opération de pillage. Et là, c'est ce qui est intéressant aussi, d'ailleurs, mais bon, je ne veux pas changer de sujet, mais c'est que là, Larry Fink de BlackRock, il veut plus rien. Il était très copain avec Zelensky en 2023 parce qu'il pensait que Zelensky allait gagner la guerre. Là, il lui dit, mon coco, maintenant, il faut payer, quoi. Et comme le régime ukrainien est grévé de dettes, les créditeurs privés essaient de passer avant les créditeurs étatiques. Et c'est intéressant ce qu'on va observer dans les mois qui viennent. Ça va être intéressant. Donc c'est ça, je pense que quand on parle de la financiarisation, c'est Les ça. C'est-à-dire que chirographaires veulent passer avant les privilégiés. Ça, c'est voilà, ça, bah, dites c'est donc. ça, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est-à-dire que si jamais Zelensky accepte, c'est-à-dire qu'il aura obtenu l'accord de Washington pour payer BlackRock avec l'argent que Washington lui a donné, c'est-à-dire des contribuables européens. Donc on va assister, il y a des choses qui sont en train de se passer, c'est presque un laboratoire d'escroquerie géante, l'Ukraine aujourd'hui. Comme en principe, la terre est réservée aux citoyens ukrainiens, donc ils ont fait passer, Zelensky a fait passer des réformes avant l'opération militaire spéciale, et ce qui fait que maintenant les banques ukrainiennes, mais seulement ukrainiennes, peuvent acheter de la terre, jusqu'à 10 000 hectares, hein. C'est-à-dire, je crois que l'exploitation moyenne en France, c'est de 250 hectares. Donc évidemment, que oui, bah, vous allez avoir des acteurs, des fonds d'investissement ukrainiens et des banques ukrainiennes qui vont aller acquérir cette terre. Et puis on va découvrir que derrière, ceux qui financent, bah, c'est d'autres banques qui, elles, ne sont pas ukrainiennes. Et que à la prochaine, ce à quoi on peut assister très bien dans les mois qui viennent, c'est que pour payer ses dettes de guerre, les Kieviens, bah, finalement, lâchent sur la possession de la terre. Et là, vous allez avoir un piège généralisé. Sauf les terres qui auront été libérées par l'armée russe. 30 000 km² de terres fertiles aujourd'hui ont été pris par les Russes. Donc tout ça, c'est ce qui rend en moins pour Cargill, BlackRock et autres semeurs comment dire, ensemenceurs internationaux. Alors, Xavier, donc, moi, si je vous suis, mais je partage votre analyse, euh, le fruit ukrainien qui est un peu pourri. Et c'est pas une critique des Ukrainiens eux-mêmes, les malheureux qu'on envoie, on le voit dans les vidéos, on va les chercher dans la rue, on leur fait Ouais. 3 jours d'entraînement et on les envoie se faire tuer, on les envoie à la mort parce que c'est ce qui les attend. Donc, mais le fruit, les Russes vont le cueillir. Enfin, le fruit de cette défaite qui va apparaître pour ce qu'elle est. Alors, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Personnellement, je ne vois pas l'offensive Grande Flèche dont beaucoup
rêvent d'abord parce que c'est leur vision de la guerre souvent, hein, et les cavalcades, n'est-ce pas, les dernières charges de cavalerie des Polonais en 1939, mais c'est aussi parce qu'on serait débarrassé. Parce que je ne vous cache pas que ça a été 2 ans très intéressants, passionnants, mais il a fallu, nous on était du mauvais côté de l'histoire et on y est toujours d'ailleurs. Et donc, il a fallu le supporter. Combien de fois je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils attendent, quoi? Qu'on en Ouais. finisse et puis qu'ils se mettent autour d'une table et qu'on sorte de cette tragédie, hein, et puis de cette ambiance, quoi. Et donc, bon, je sais pas le temps que ça va Mais prendre. il faut voir aussi une chose, c'est que ce qui fait traîner la résolution du conflit, c'est la clique qui est en place à Kiev. C'est-à-dire que ces gens-là, en fait, si jamais l'Ukraine perd la guerre, ils perdent le pouvoir et tout ce qu'ils ont obtenu du pouvoir Et également. Alors, peut-être la vie, hein. et peut-être la vie, notamment les banderistes, qui sont des fous furieux. Si tout d'un coup Zelensky commence à dire: «OK, on va laisser, quelques régions à la Russie», il risque de se faire flinguer. La réalité, c'est ça. Et aussi également autour de Zelensky. Pourquoi? Je pense que Zelensky, si on écoutait que lui, il serait déjà parti. On voit bien qu'il est au bout du rouleau, qu'il est sous, antidépresseurs ou autre chose. Il est vraiment, surtout ces derniers temps, je l'écoutais parler au forum à Singapour là, sur l'Asie. Il était dans un état, mais en fait, c'est son entourage. C'est des gens comme, ben, en France, ça dit rien, mais Yermak, tous ces gens-là, qui savent que si Zelensky tombe, il tombe avec eux. Parce que même si à la place de Zelensky, Washington choisit le successeur, pourquoi pas le général Zaloujny? Zaloujny, il a déjà ses copains qui vont venir et qui ont bien l'intention de s'en mettre plein les poches. Donc l'équipe de Zelensky exit, une nouvelle équipe va arriver et la première chose qu'elle va faire, c'est qu'elle va voler, comme les autres. Et donc en fait, c'est pour ça aussi qu'on a un jusqu'au boutisme, parce que la clique qui est à la tête de l'Ukraine aujourd'hui ne veut pas lâcher la poule aux œufs d'or. C'est aussi simple Alors, que ça. Xavier, 3 références historiques dans l'ordre: le régime Lon Nol au Cambodge, le régime Thieu, ou c'était Thieu qui était au pouvoir au Vietnam, et le régime, alors là, je ne sais pas qui était au pouvoir, en Afghanistan. Hein, c'est-à-dire qu'ils se sont, mais d'abord, ils ont réglé des comptes comme ça et ils se sont évaporés, quoi. Enfin, je veux dire, la Ouais. chose s'est effondrée. C'est assez incroyable de se dire que ça va probablement se terminer de cette façon. Et dans un contexte qui est celui d'un monde qui change, avec un Occident qui est de plus en plus malade, de plus en plus fragilisé, dont il serait souhaitable de sortir. On ne va pas sortir dans un état je pense à mon pays, à notre pays. On ne va pas sortir de l'Occident. On appartient à l'Europe. Je ne parle pas de l'UE. Hein. Ça, je suis Frexit. Hein. Alors là, sans état Moi d'âme. aussi. Vous savez, mon cher, que j'ai voté non à tous les référendums, y compris celui lancé par Pompidou en 1973 pour l'incorporation de la Grande-Bretagne. J'avais 2 ans, j'ai un alibi. Oui, c'est vrai. Hein. Bon, donc, non, en même temps, bon, je suis réaliste, il faut être sérieux, mais voilà, ce monde change très vite, et je crois qu'il faudrait qu'on en prenne la mesure et qu'on n'accroche pas nos wagons aux locomotives qui vont dérailler. Ça, voilà, Mais pour vous penser à savez, une métaphore. c'est un peu un paradoxe de la classe dirigeante qui nous dirige précisément, c'est qu'ils prétendent donc, être les mondialistes, nous faire découvrir les bienfaits, mais en fait, ils connaissent pas le monde et finalement, ce qu'ils connaissent, c'est l'Union européenne et ils se rendent pas compte de ce qui est en train de se passer, heu en Chine. Mais en Chine encore, c'est assez facile, mais regardez où Poutine va. Au Vietnam, là, Modi, le premier ministre, indien arrive, Ah, hem, je vous ai à Bakou, perdu. dans une semaine. Donc en fait, le monde est en train de changer. L'Afrique est en train de changer de manière incroyable avec une nouvelle, classe dirigeante qui n'a rien à voir avec la précédente, jeune. Je ne sais pas si vous avez vu, moi j'avais été impressionné par alors pas par Mélenchon qui était complètement à côté de la plaque, mais par, Ousmane Sonko, le premier ministre sénégalais. Mais vous l'écoutiez, il parlait il parlait de la souveraineté monétaire, il parlait enfin, en fait, je me suis dit: «Mais ce type-là est un nationaliste sénégalais, il est comme moi». Donc Et alors, hein,
Mélenchon, qui n'est pas un idiot, il arrive et il Non. commence à lui parler LGBT. Non mais, foutez-leur la paix, bon sang de Laissez bonsoir. tranquille. Foutez-leur la paix, les prenez pas de haut comme ça. Ouais, ouais, Enfin, d'ailleurs, ça, c'est un truc que Poutine a compris, je crois. Hein. ouais, Lui, ouais. il en rajoute de l'autre côté. Hein. Mais Donc, vous avez vu Darius, Darius Rochebin qui interviewait le président de la République démocratique du Congo oui. et qui lui dit, toujours aussi d'ailleurs mal élevé, Darius Rochebin, mais donc le président congolais était extrêmement, lui, bien élevé, et il lui dit, mais je suis désolé, les Russes et les Chinois nous traitent d'égal à égal, avec beaucoup plus de respect que vous, les Occidentaux. C'est ça, c'est Westphalie, quoi. C'est-à-dire que, bah, toutes les nations se valent et c'est pas parce que la Chine a un PIB, qui est, je sais pas combien, 6 000 fois supérieur au PIB du Congo qu'ils vont les prendre de haut et les mépriser. Et je dis pas que les Chinois sont hyper gentils, qu'ils veulent le bien de l'humanité, mais en tout cas, ils ont les formes et ils sont pour un accord gagnant-gagnant. C'est ce que l'interview de Tucker Carlson de Poutine est très intéressant au moment de la Chine. Poutine dit à parce que Tucker Carlson, comme tous les Américains, sous tout Trumpistes, ont peur de la Chine. Et ils ont un peu raison d'avoir peur du point de vue économique. Et Poutine lui dit, mais vous savez, essayez le compromis. La civilisation chinoise est celle, et c'est une civilisation du compromis. On a peur des extrêmes, donc il faut aller sur la voie médiane. Voilà. C'est ce que m'expliquait Michelon, Laurent Michelon, qui est un spécialiste de la Chine. Oui, je l'ai déjà eu plusieurs fois. Voilà, la voie médiane. Et il le disait, essayez le compromis avec la Chine. Et nous, en fait, on est les seuls à pas vouloir faire de compromis. Les Indiens et les Chinois se disputent, mais ils sont tous les deux dans les BRICS. Et on s'aperçoit qu'en fait, autour de nous, tout le monde négocie. Tout le monde essaie de trouver la voie médiane. Il y a qu'en Occident, où là, c'est la guerre absolue jusqu'au dernier Ukrainien. Et c'est ça qui est. Et évidemment, on est maintenant c'est un asile de fous. L'Occident est un asile de fous qui rêve de s'entretuer et de tuer tout le monde. Et puis autour de, on a le reste de la planète qui d'ailleurs, qui finalement regroupe maintenant la plus grosse partie de l'économie, la partie surtout la plus productive de l'économie mondiale, qui eux veulent pas. Et vous voyez très bien le démarchage pathétique de l'administration américaine pour aller faire appliquer les sanctions en Chine. Blinken qui vient quasiment insulter les Chinois sur leur territoire. Ben, Euh, on lui a fait une vidéo où on voit Xi qui arpente la salle en disant, mais quand est-ce qu'il se barre, le mec, là? Mais c'est magnifique. Et vous avez vu, il y a aussi un excellent ministre des Affaires étrangères indien. Ah oui, oui, Il oui, a, il paraît qu'il est il a un brillant, nom ici. qui a donné une leçon alors elle n'a pas été longtemps Premier ministre britannique, mais Liz Truss, ah oui. Non, non. oui. Et voilà, mais Truss, Truss, ouais. Et il lui dit, il faut que l'Occident comprenne que les problèmes du monde ne sont pas les problèmes de l'Occident, mais que les problèmes de l'Occident sont les problèmes du monde. Et ça, c'est quand même quelque chose. C'est-à-dire, arrêtez de vous occuper de nos affaires. En revanche, avec le bazar que vous mettez, finalement, le problème ukrainien devient le problème de la planète, alors que ça devrait être un problème régional. Et ainsi de suite. Donc en fait, il y a de nouveaux pays qui montent, qui ont non seulement la taille critique économique pour peser, mais qui en plus, c'est ce que vous disiez, ont des élites de premier ordre. De premier ordre. Et en Afrique, Ibrahim Traoré, par exemple, pour ne citer que lui, ils ont une vision. Alors, ils ont des moyens qui sont faits, mais ils ont une vision. Et nous, on n'a plus ça. Moi, j'aimerais, franchement, j'échange Emmanuel Macron contre Ibrahim Traoré demain. Hein. Et, euh, Il y en et, a un qui euh, s'est pas trompé, c'est Poutine. Quand il y a eu le sommet africain, il l'a ouais, repéré, l'oiseau, là. Il l'a repéré. ouais, Hein, donc, il lui a fait la fête un peu. Mon cher absolument. Xavier, merci beaucoup de ce Merci, cher panorama Régis. qui montre bien que ce qui se passe en Ukraine, qui a été le facteur déclenchant d'un énorme mouvement de réajustement, c'est-à-dire que les plaques tectoniques avaient bougé et l'histoire s'est accélérée. Moi, j'ai toujours cette référence. Euh, Varesquiel a écrit un livre qui s'appelle 7 jours. C'est les 7 premiers jours des États généraux en 1789. Tout bascule, 7 jours. Et la France, la fin du 7e jour, n'a rien à voir avec celle d'avant l'ouverture des États généraux, le 14 mai 1789. C'est-à-dire accélération de l'histoire extraordinaire. Alors là, c'est un petit peu différent, mais l'histoire Mhm. s'est accélérée. Le monde n'est plus Ah celui non. qu'il était le 21 février 2022. C'est pas vrai.
C'est pas vrai. Ah, tout à fait. Le terme accélération, à mon avis, est le meilleur, puisque là, tout ce qu'on observe, la dédollarisation, le retrait de l'Occident de la domination, de l'hégémonie mondiale, c'était déjà en cours. Oui. Mais avec l'opération ukrainienne, alors là, ça a pris un. À côté de ça, vous rajoutez Gaza, où l'Occident perd sa légitimité morale. En fait, en l'espace de 3 ans, on a vécu 30 ans. Vous vous rendez compte de Kirby, au mois de septembre 2023, qui dit on est tranquille, le Moyen-Orient n'a jamais été aussi calme. Putain. Walou. Eh ben, mon gars, Waouh. bon courage. Mon Waouh. cher Xavier, merci beaucoup. Merci, cher Ben, Régis. à bientôt.